Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une œuvre cinématographique qui a marqué les années 80, en innovant son genre et en proposant des choses encore jamais vues au cinéma à cette époque. Que ce soit au terme du maquillage, de la réalisation, de l'idée du scénario, bref, une vraie petite merveille. Je parle bien évidemment de The Thing. The Thing est un film de science-fiction réalisé par John Carpenter, sorti en salle en 1982, et s'inspirant grandement de l'éponyme de John Wool Campbell, Who Goes There, traduit tout naturellement en français par La Bête d'un autre monde. Mais ça n'a aucun sens. Si le film est aujourd'hui considéré comme culte, il faut savoir qu'à sa sortie en salle, The Thing n'intéressait peu de monde. Et cela est dû à la sortie au même moment du film E.T. Alors vous vous en doutez bien, les gens ont grandement préféré l'alien tout gentil dépeint par Spielberg à celui de Carpenter bien plus horrible. Ce qui lui causa un petit échec au box-office. Mais fort heureusement, c'est durant sa sortie en DVD qu'il obtiendra, à raison, son statut de film culte. Cette mise en lumière un peu tardive par le public rassura grandement John dans son idée de faire une trilogie de l'apocalypse, qui sera composée de The Thing, Prince des Ténèbres et enfin L'Antre de la Folie. Mais cela est une toute autre histoire. The Thing prend part durant l'hiver 1982 au cœur de l'Antarctique, où une équipe de 12 scientifiques américains attendent patiemment la fin de l'hiver quand tout à coup 2 hommes débarquent en hélicoptère au-dessus de leur base tout en essayant d'abattre tant bien que mal un chien errant. Cependant, dans leur précipitation, il faut exploser leur hélicoptère par maladresse ainsi de blesser un des scientifiques américains, ce qui leur vaudra une des morts les plus ridicules de son long métrage. C'est en vérifiant les corps des 2 hommes qu'ils découvrirent que ces 2 inconnus étaient en fait des scientifiques norvégiens n'habitant pas si loin de leur base. Cette étrange activité venant de leurs confrères norvégiens surprennent les chercheurs et décident d'envoyer 2 de leurs hommes pour explorer la base norvégienne. C'est ainsi que le pilote d'hélicoptère McCready et le docteur Cooper volent jusqu'au camp norvégien et découvrir une base totalement détruite, ainsi qu'une étrange créature humanoïde. Bien décidés d'en savoir plus, ils ramènent donc ces découvertes à leur base. C'est en arrivant chez eux qu'ils comprennent bien vite que ces 2 hommes n'étaient pas à la poursuite d'un simple chien, mais bien de cette créature extraterrestre capable de prendre vie en imitant l'apparence de n'importe qui. Dès lors, un soupçon s'installe entre les hommes de l'équipe. Où se cache la créature? Qui habite-t-elle? Un véritable combat s'engage afin de démasquer la chose le plus rapidement possible avant qu'elle n'ait contaminé tout le groupe de scientifiques. Pour la petite histoire, j'ai d'abord découvert son préquel de 2011 qui use et abuse d'effets spéciaux procédés par ordinateur pour modéliser ces créatures virtuellement. Et cela a extrêmement mal vieilli, contrairement à son aîné qui lui après plus de 36 ans d'existence n'a pas pris une seule ride. Il arrive malgré tout ce temps passé à toujours nous faire peur avec ses effets spéciaux. Et cela n'a rien d'étonnant, car le budget consacré aux effets spéciaux fut grandement dépassé en atteignant le $1 million et demi, ce qui était très peu commun dans les années 80. Tout cet argent était destiné à financer toutes les expériences de Rob Bottin qui utilisa plusieurs techniques et matériaux afin de rendre la créature le plus crédible possible, comme par exemple des maquettes, du maquillage, des hématroniques, voire même de la mayonnaise. Ce qui rend le film encore plus grandiose selon moi, c'est l'ambiance globale que nous renvoie le long métrage. Déjà, nous nous retrouvons en plein milieu de l'Antarctique, un désert glacial qui malgré nous pousse à avoir ce sentiment d'enfermement comme le ressentent tous les protagonistes du film. Ce sentiment qui sera de plus en plus oppressant au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire et que les héros découvrent les méfaits de cette créature. Ce huis clos nous est donc présenté depuis le début du film, et se referme rapidement jusqu'à nous enfermer avec la créature, ce qui nous crée cette angoisse constante ainsi que ce suspense de savoir qui est humain ou non. Tout cela est renforcé par la BO du film qui est justement incroyablement stressant avec seulement 2 notes. Mais ce qui a marqué plus d'un, c'est bien cette fin ambiguë, que je vais essayer de vous expliquer. Cependant, je vous conseille grandement d'avoir vu le film avant de m'écouter vous la raconter. Je vous laisse donc 3 messires Florent avant de lancer les explications. 1 messire Florent, 2 messires Florent, 3 messires Florent. Bon, t'es content là? Tout d'abord, restituons le contexte. Nous sommes à la fin du long métrage, après que McCready ait abattu la chose dans une énorme explosion qui détruisit par la même occasion la base américaine, le laissant donc peu de chance de survivre en plein milieu de l'Antarctique. Cependant, en se baladant dans les décombres de son abri, il se retrouve nez à nez avec Child, qui avait disparu de notre regard et de celui de McCready un peu plus tôt dans le film. Une méfiance s'installe rapidement entre les 2 hommes, car tous 2 soupçonnent l'autre d'être en fait la chose déguisée en humain. Finalement, McCready et Child abandonneront l'idée de poursuivre leurs recherches en se persuadant tous 2 que la chose est morte dans cette explosion, afin de pouvoir mourir calmement ensemble dans ce froid glacial. Nous laissons donc sur cette question. La chose a-t-il pris possession d'un des 2 hommes? Eh bien la réponse se trouve dans l'un des commentaires audio d'une réédition d'un DVD, où Dan Codens, le directeur photo du film, s'explique sur cette fin ambiguë en affirmant qu'avec John Carpenter, il voulait trouver un moyen de laisser le spectateur savoir si tel ou un tel personnage était toujours humain dans les moments importants. Vous remarquerez qu'il y a toujours une lumière, une petite lueur dans l'œil de l'acteur. Elle donne la vie, ce qui prouve que la chose a bien pris possession du corps de Child, car à aucun moment clé, lors des gros plans, nous pouvons observer cette lueur que McCready parviendra à garder jusqu'au dernier souffle.